Nous avons fait le choix de la parole. La parole pour inspirer, la parole pour montrer, la motivation et l'action, pour rassembler et créer une dynamique. La parole pour être responsable et positif, donner la parole à ceux qui agissent de manière équilibrée et positive. Aujourd'hui, c'est Franck Picard qui nous accueille au Césy dans le fief familial. Nous donnons la parole à un champion qui a fêté ses 60 ans en 2024. 3 médailles olympiques à son actif, l'or et le titre de champion olympique en Super G et le bronze en descente dans les neiges canadiennes de Calgary en 1988. Et enfin, médaillé d'argent en descente, également à Albertville en 92, sur la piste mythique de la face de Bellevarde. Je m'en souviens, j'y étais. Aujourd'hui, Franck Picard prend la parole. Il défend une certaine vision de la montagne. Une montagne qui arrête de construire et prend plus le temps de la contemplation. Franck Picard, né le 17 septembre 64 à Albertville, déjà 60 ans. Le bel âge ? Le bel âge, absolument. Oui, ça a été un peu difficile, le passage l'anniversaire a eu du mal à passer, mais bon, c'est la vie. Et maintenant, il est derrière. Très bien. Franck, merci de nous recevoir ici au Césy, le fief de la famille Picard. On va parler aujourd'hui ensemble de la montagne d'aujourd'hui, mais je ne résiste pas à l'envie et au plaisir de revenir un petit peu avec toi sur cette carrière incroyable de skieur qui t'a amené, après beaucoup de hauts, de bas, vers les plus hauts sommets de l'Olympe. On sort d'une période olympique, on va rentrer dans une autre période olympique pour la France. Oui. Donc on voit tout l'importance que revêt cette histoire et ce concept et ce symbole de l'olympisme. Eh bien, bienvenue au Césy, bienvenue dans l'antre familial au sein du magasin. Les Césys, c'est effectivement mon village natal, ma station où j'ai appris à skier, avec mes parents qui sont originaires de la vallée d'Autelus, donc des purs savoyards, si ça peut exister. Et puis, petit à petit, j'ai fait du ski, évidemment. Ma mère m'a mis sur les skis à l'âge de 3-4 ans. J'ai effectivement passé tous les échelons, le club des sports des Césys, ensuite le comité de Savoie, et puis les équipes de France, pour aboutir en 88 à un titre olympique, mon rêve depuis tout gamin. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je voulais être champion olympique. Ça n'a pas été sans difficulté. Voilà, chacun le sait, les carrières sportives ont des hauts et des bas. La mienne était en dents de scie en permanence. Mais c'est ce qui m'intéressait finalement, de casser des plafonds de verre, de modifier le climat ambiant de l'équipe de France à l'époque. Et donc, aboutissement avec d'abord, bien sûr, une carrière personnelle, avec 3 médailles olympiques, mais surtout un partage avec les copains du Top Gun, Luc Alphand, Jean-Luc Crétier, Denis Ray, une histoire extraordinaire qui a finalement permis à l'équipe de France de recoller avec les meilleurs et d'être une nation enfin digne de ses sportifs. Une médaille olympique, ça change un destin ? Oui, ça change une vie. En tout cas, pour moi, ça l'a fait. C'était quelque chose... Je courais après depuis tout gamin. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je veux être champion olympique. C'est comme quelqu'un veut être pompier ou pilote d'hélicoptère. Moi, je voulais cette aura. Ça me fascinait. Je ne sais pas comment j'ai vécu ça, mais c'est arrivé très tôt dans ma vie. Et une fois que c'est arrivé, oui, ça a changé ma vie complètement. On devient un personnage public, on devient une sommité qui va au-delà du sport. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu finalement dans cette expérience. Ça m'a permis d'abord d'aller voir d'autres milieux, d'autres choses, et puis de comprendre un petit peu mieux l'environnement qui nous entoure. Alors justement, après l'olympisme, il y a d'autres vies. Il y a une vie plutôt médiatique, avec un long moment de commentaires, où on permet de partager ce qu'on a vécu et de livrer parfois quelques petits secrets du monde de l'athlète au grand public. Alors, je ne sais pas si c'est des secrets, en tout cas c'était ma façon de voir les choses. Une chose est sûre, c'est que le fait d'être commentateur sportif aux côtés d'Alexandre Pasteur m'a permis vraiment d'exorciser
ma carrière. Et j'ai pas peur de ce mot parce que c'est vraiment ça. Quand tu es athlète de haut niveau, tu as tes petits secrets, tu as ton petit monde, tu chasses le centième à grands coups de sensations, de petits détails qui vont faire la différence. Et tout ça est très très secret et tu gardes tout ça en toi pour justement performer. Et puis le jour où ça s'arrête, enfin, j'ai pu libérer la parole, parler d'autres choses, expliquer les trajectoires, expliquer les sensations, expliquer comment on aborde une course, etc. Et ça a été vraiment libérateur pour moi. Ça a permis, j'espère aussi, de faire apprécier ce sport au grand public, parce que c'est un sport extraordinaire, un sport de sensation, un sport de glisse en plein air, avec des trucs. C'est un sport à la fois extrême, un sport de funambule. C'est un sport que j'adore toujours. Et de le partager a été génial. Donc ça, c'est une parenthèse qui a duré plus de 10 ans avec Alexandre. Et puis ensuite, il y a d'autres choses, d'autres portes qui se sont ouvertes, grâce toujours à ce titre olympique. J'ai beaucoup travaillé avec mon manager à l'époque, Jean-Pierre Puteaux, et puis ça a été la reprise des établissements de sport qui étaient dans la vieille mouture de ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire des pionniers du ski qui ont créé ces établissements. Et donc, je les ai modernisés avec toute une équipe, évidemment. On n'est jamais seul. Et donc c'est la seconde ou la troisième vie qui est celle d'entrepreneur familial, d'entrepreneur dans sa station, à un moment où le ski et le tourisme bat son plein et on est au cœur d'une période de très forte activité économique autour de l'or blanc. C'est de l'or blanc, c'est effectivement une valeur sûre, c'est quelque chose qui fonctionne, qui roule, qui est apprécié, qui ne subit pas de défauts. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec à la fois la nature, avec les clients, avec nos fournisseurs, avec nos employés. Bref, c'est un temps béni. Et puis, je l'ai pris en cours. J'ai pris simplement la suite de mes parents et ça a été un vrai bonheur. Et c'est toujours un vrai bonheur d'être dans cette relation avec nos clients. Je trouve qu'il y a un aspect très intéressant de connaissance du terrain et donner du service aux clients. Et puis un jour, il y a une forme de coming out, on va dire environnemental, sur la prise de conscience de ce qui est en train de se passer dans cette montagne, dans laquelle tu vis, dans laquelle tu travailles, dans laquelle tu as fondé ta famille. Donc, comment ça s'est passé, cette espèce de prise de conscience ? La prise de conscience, elle est bien antérieure à ça. La prise de conscience, elle est là depuis tout gamin. En fait, je vis dans ces montagnes. J'allais dans un chalet d'alpage avec ma grand-mère, avec mon frangin John. On vivait dans un chalet sans eau, sans électricité. On passait l'été avec les vaches et ma grand-mère. Donc, c'est quelque chose qui me régénère, qui me fait vivre. Et donc, cette conscience, elle est là depuis toujours. Et petit à petit, j'ai senti qu'on perdait ces valeurs-là, qu'on perdait ce regard-là par rapport à la montagne. Alors, sans regret, parce qu'effectivement, sans le développement du ski et sans tout ce background, on ne serait jamais arrivé à cette solution-là et on n'aurait pas les moyens de regarder la montagne aujourd'hui. Donc, mais quand même, petit à petit, le verre s'est rempli et puis un jour, la goutte a fait déborder le vase et c'est vraiment à l'occasion des premières saisons sans neige, ces premières saisons où on commence à ramer pour boucler nos budgets, pour faire une saison tout à fait correcte. Et donc là, j'ai pris mon courage à deux mains. À un moment donné, il faut bien s'engager. Et donc, j'ai commencé par d'abord ouvrir un peu ma bouche sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, j'ai commencé par signer des tribunes écologiques qui... ça a été fait en toute conscience. On ne m'a pas forcé la main, j'ai vraiment lu ce qui était écrit, j'ai adhéré à ça. Et puis, il y a eu des prises de position. Voilà, j'ai fait mon coming out, effectivement, c'est très bien dit à ce moment-là, et je le regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être en accord avec ce que je pense et avec ce que je fais. Alors, on ne peut pas parler d'écologie politique, mais peut-être d'écologie locale, justement, basée sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on vit au quotidien. Alors, c'est une écologie toute
restreinte en fait. Je ne me permets pas de cracher dans la soupe dans tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit, mais je le répète, ce qu'ont fait mes parents, je leur dis encore merci aujourd'hui. Ils m'ont permis de vivre ma passion, de vivre de la montagne à un point tel que j'en suis devenu champion olympique et vraiment c'était mon souhait le plus cher. Mais aussi, en même temps, on ne peut pas continuer dans ce rythme-là. On s'aperçoit d'année en année que le rythme est perturbé, à la fois économiquement, mais aussi écologiquement. Donc, c'est une écologie que j'essaye de moduler. On ne peut pas être extrémiste. Je l'ai compris à mes dépens, justement par mes prises de parole assez souvent. Mais rien n'empêche. Il faut, à un moment donné, pas taper du poing sur la table, mais en tout cas être en accord avec ce que l'on pense, et je l'ai fait. Et justement, qu'est-ce qui n'était pas compris à l'époque? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on ait pu reprocher ces prises de parole? Trop en avance? Certainement trop en avance. C'est très difficile d'être lanceur d'alerte. J'ai pas là non plus peur des mots. C'est ce que j'ai été il y a plus de 15 ans quand j'ai commencé à parler d'écologie et de sauvegarde de la montagne. Donc au départ, c'est très difficile parce qu'on prêche vraiment dans le vide. Et puis petit à petit, les langues se délient, les gens commencent à adhérer un petit peu. Et au début, il y a 0. Et puis après, il y a 10 personnes qui viennent dans le bureau qui disent je ne le dis pas, mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu fais. Et ça, c'est un encouragement phénoménal pour poursuivre et pour peut-être amener d'autres regards, d'autres perspectives à la montagne. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de déserter, je n'ai pas l'intention de mettre la montagne sous cloche. Je crois qu'on a d'autres choses à faire pour cette montagne, justement, et tout en la préservant. Mais justement, Mountain Changemaker se veut un média dédié à l'action pour cette montagne de demain. Si on devait réfléchir avec toi sur des pistes d'action, quels seraient les sujets, les directions sur lesquelles il faudrait rapidement travailler pour faire évoluer ces modèles? Le premier sujet, et je m'en suis vraiment exprimé très longuement sur tous les réseaux et à chaque prise de parole que j'ai pu faire, c'est l'arrêt de l'urbanisation. C'est pour moi l'essence même de la préservation de la montagne. C'est éviter de continuer de grignoter cette montagne, d'aller de plus en plus loin avec de la construction, avec de l'urbanisation, avec des lits qui sont occupés 4 à 6 semaines par an. C'est une aberration. Et donc, mon premier souhait, c'est que ce mouvement de pensée soit assez fort pour que nos élus reprennent ce discours en disant « Aujourd'hui, on arrête les constructions. Il y a assez de lits comme ça en montagne pour satisfaire 100% de la clientèle française et étrangère. On a aujourd'hui les moyens de faire ça. Il faut arrêter cette fuite en avant de manière à arrêter l'urbanisation de la montagne. » C'est pour moi vraiment le premier point. On n'a finalement pas un problème de ski, on a un problème de lit. Et c'est vraiment ce qui me choque dans l'histoire, c'est que on fait cette interview, on est mi-novembre, la station est complètement vide, il n'y a même pas un quignon de pain ni un café à offrir. Et en hiver, même au temps fort de la saison, on a encore des volets qui sont fermés. On est parfois assez surpris, mais c'est comme ça. Et donc, on continue malgré tout d'avancer dans des programmes immobiliers qui grignotent la montagne et qui, en fait, ouvrent de nouveaux lits, mais en ferment d'autres. Donc, on est aujourd'hui dans un cercle vicieux qu'il faut à tout prix arrêter. Et vraiment, le seul moyen, c'est qu'un maire soit capable de dire stop au permis de construire, stop à l'avancée de cette urbanisation. Ça ouvre de sacrées questions, justement, sur la croissance et sur les finances d'une commune qui repose énormément sur des droits à bâtir. Et donc, ça nous projetterait dans un monde, entre guillemets, fini. C'est-à-dire que si on arrête cette construction, on rentre dans un monde différent, totalement différent. Et c'est quelque chose, vous sentez aujourd'hui qu'il y a une demande, que des gens sont prêts à accepter ça?
De plus en plus, les gens sont prêts à accepter que c'est un monde fini. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jean Covici, un de mes maîtres en la matière, qui dit que le monde est fini. Et c'est une réalité, donc on ne peut pas avancer plus loin dans notre consommation d'énergie, dans notre grignotage de la montagne. Et ça me pose strictement aucun souci, et nos clients non plus. Ils sont plutôt demandeurs de ces choses-là, de cette action-là. Je ne sais pas en quel pourcentage, mais en tout cas, au départ, c'était certainement 0, et aujourd'hui, c'est en train de monter. Je pense qu'aujourd'hui, un client sur 2 qui passe devant notre comptoir demande quand c'est qu'on finit ces constructions. Et c'est vraiment pour moi un sujet primordial pour commencer à penser à une autre montagne. Et peut-être ouvrir plutôt des chantiers de rénovation, de remise aux normes de bâtis qui, pour certains, datent déjà d'une trentaine d'années. Oui, c'est ce qui permettrait de faire que ce monde n'est pas tout à fait fini. On a énormément de rénovations à faire, de mise aux normes, notamment en matière de consommation énergétique, d'isolation. Donc ce monde-là est encore qu'au balbutiement. On a des constructions qui datent des années 60, donc forcément, elles n'ont pas les contraintes. Les contraintes de l'époque ne sont pas les contraintes d'aujourd'hui, donc on est capable de relancer une petite économie là-dessus. Le principal problème aujourd'hui, ce sera bien sûr l'après-ski, ou en tout cas commencer à évoluer vers autre chose que le tout-ski. Là, par contre, ça va faire mal au portefeuille, évidemment, mais on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire autre chose que ça. Et surtout, le fait de continuer à fuir en avant, en fait, alimente ce problème. On devient de plus en plus dépendant au ski, plus on avance vers l'urbanisation. Donc aujourd'hui, c'est profiter de la manne que le ski continue d'apporter, ou en tout cas qu'elle apporte et qu'elle va peut-être encore continuer d'apporter pour inventer, pour investir dans une autre forme de tourisme. Est-ce que le tourisme reste toujours la solution pour nos territoires de montagne ? Le tourisme restera la solution pour nos territoires de montagne, à condition qu'il soit raisonné. Ce tourisme, on a essayé d'en faire un tourisme de masse. Alors ça l'est devenu un petit peu, malgré tout. Beaucoup de Français partent à la montagne et sont partis à la montagne ou à la neige ou au ski. Et j'espère qu'ils le feront encore pendant longtemps. Mais il faut que ce soit de manière raisonnée. On ne peut plus se permettre de continuer de grandir. Aujourd'hui, les ressources sont là, les limites des ressources sont là. Et ce tourisme-là évolue gentiment, mais sereinement vers ce modèle-là. On n'est plus dans une hyper-consommation du ski. Mes parents, quand ils louaient une paire de skis avant, c'était du samedi matin jusqu'au vendredi soir suivant. Et nos clients skiaient de 9h du matin à 17h le soir, non-stop, quel que soit le temps, quels que soient les aléas climatiques, etc. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a un client qui est responsable. Je crois vraiment à ça. Donc, il vient, il consomme le ski quand il est là. Il consomme d'autres matières, type le ski de fond, la randonnée, la balade. Et la contemplation aussi fait partie du jeu. Donc, on a un tourisme et des touristes qui sont aujourd'hui assez conscients de ce modèle-là et qui réclament ce modèle-là. Ils nous disent souvent... Le rythme de la ville, on ne veut pas le retrouver ici. On est là pour faire un break, on est là en vacances, donc on s'estime le droit de vivre en vacances et donc de consommer avec modération cette montagne. C'est assez surprenant, notamment de la part des nouvelles générations qui étaient très focalisées là-dessus. Et alors, justement, en le vivant de l'intérieur, en rencontrant comme ça... à la fois les autres personnes des saisies, puis d'autres personnes dans la montagne. Est-ce qu'on arrive à identifier des freins ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives toi à dire qu'est-ce qui freine dans cette capacité de dire allons-y, réfléchissons vraiment maintenant ensemble et collectivement à ce changement de modèle ? Parce qu'on a le temps. C'est pas l'arrêt du ski dans 5 ans. On a tout à fait le temps. On a tout à fait le temps et c'est aussi l'objet de ma réflexion, c'est de se dire... on ne va pas continuer comme ça à 100 à l'heure et foncer directement dans le mur. On est capable de freiner, on est capable de ralentir bien avant.
Il nous reste au moins une dizaine d'années et je pense que l'échéance 2030 est plutôt intéressante avec les Jeux Olympiques en France. Ça nous permet d'avoir un objectif et de dire jusque-là, on est capable de faire des choses et de montrer qu'on est capable de faire des choses. Le principal frein, c'est la concurrence. Aujourd'hui, je loue mes skis. Si moi je freine un petit peu, il faut que mes concurrents freinent aussi. Sinon, il y a un déséquilibre qui va se créer et mes clients vont partir vers mes concurrents. La station DCG peut dire on va freiner les investissements, on ne grignote plus, on ne fabrique plus, on laisse en l'état cette montagne qui fonctionne très très bien, mais au risque de voir une concurrence du côté de nos voisins de la Clusaz ou de la Tarentaise, et puis il y aura une migration de cette clientèle. Donc c'est un problème de concurrence avant tout qui est un gros frein au problème, parce qu'il y a de l'économie derrière, et ce frein économique, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de miracle possible. Le ski a été de l'or blanc. Aujourd'hui, cet or, il est un peu moins brillant, il est un peu moins blanc, donc il faut être capable de vivre avec moins, et c'est tout l'enjeu de la montagne de demain. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui en montagne de jouer le collectif, justement ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Tant qu'on n'a pas les pieds dans l'eau, on n'est pas capable de dire on est en train de se noyer. Mais là aussi, c'est une lame de fond. C'est quelque chose qui, il y a 15 ans, était une hérésie et qui, aujourd'hui, commence à porter ses fruits. Chaque station a sa spécificité, sa façon d'être, à sa propre façon de vivre. On ne ressemble pas à Val d'Isère, on ne ressemble pas à la Clusaz, et pourtant les saisies existent et doivent continuer d'exister avec son environnement. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui rentre dans les mœurs. On a longtemps, et je parle pour ma station, voulu ressembler à d'autres stations plus hautes, et on n'en a pas les moyens. Donc chaque station a sa propre démarche, et malgré tout, il y a, je crois, vraiment une lame de fond. Il y a vraiment quelque chose qui se produit d'abord par nos clients, ensuite par les sociopros et par l'environnement qui est créé. Mais la pierre angulaire sera vraiment le moment où nos élus seront capables de dire non au permis de construire et de dire non à l'extension des domaines skiables. Est-ce que c'est pas plus facile de penser ça quand on est au saisi versus quand on peut être dans une station de très haute altitude aujourd'hui où ce mur est peut-être plus lointain ? Il ne me semble pas que le mur soit si lointain que ça. Je crois même que les échéances sont quasiment identiques d'une station à l'autre. On a eu l'exemple, nous, on a eu en Savoie ou en Haute-Savoie, l'exemple du Jura ou des Vosges. Là, oui, il y avait un vrai décalage, je pense, à cause du réchauffement climatique, à cause de la fréquentation économique, il y a eu un vrai décalage. Donc, l'expérience des Vosges, du Jura et des petits massifs nous a permis certainement même de réagir différemment. Mais entre une station du Beaufortain ou une station de la Haute-Tarentaise, je ne crois pas qu'il y ait tellement de différence. Je crois même qu'ils sont également touchés, y compris aujourd'hui, par une fréquentation qui commence à diminuer, avec des saisons qui se raccourcissent. Donc je crois qu'ils sont dans le même bateau que nous. Et je crois même qu'on a quasiment plus de chances de se reconvertir, ou en tout cas de penser différemment la station, de penser différemment la montagne, parce que cette montagne à vache, entre guillemets, a d'autres atouts que les stations de haute altitude n'ont pas. Donc il y a, je crois, absolument des atouts dans toutes les manches, mais encore faut-il les utiliser. Tu parles beaucoup des élus. Oui. Aujourd'hui, dans la plupart des stations, les élus sont souvent des sociopros ou des gens qui sont très investis, y compris financièrement, dans la station, et qui, du coup, sont les premiers qui auraient peut-être tout à perdre, en tout cas, c'est peut-être ce qui est ressenti, à ce changement de modèle, ou en tout cas à ce ralentissement dont tu parles. Est-ce qu'il faut, du coup, se faire élire pour faire bouger les choses ? Non, je n'ai pas malheureusement la vocation pour ça. Moi, je voulais être champion olympique, c'est tout. Je ne voulais pas être élu maire. Je crois qu'ils sont parfaitement capables de dire non à partir du moment où ils ont la
population où ils ont leurs électeurs derrière eux. C'est ce qui me paraît le plus important. Ils ont en ce moment une attitude de fuite en avant. C'est très facile, effectivement, de débloquer un terrain, d'y faire construire dessus 80 appartements. On touche le chèque et ça nous permet d'investir sur la station. Mais c'est une fuite en avant puisque cette nouvelle résidence va demander d'autres moyens qui vont créer de nouveau d'autres ventes d'appartements et ainsi de suite. Donc c'est un cercle qui pour moi est vicieux. Donc revenons à ce statut premier. Et en fait, eux n'ont rien à perdre. Eux n'ont rien à perdre, simplement à être à l'écoute de leurs électeurs. Et au contraire, si moi demain j'ai un maire qui me dit « je suis capable de dire non parce que ma population dit non », j'en assumerai les conséquences. Je sais qu'il y aura peut-être moins de tourisme, je sais qu'il y aura peut-être moins d'économie, mais on aura préservé notre outil de travail qui fonctionne jusque-là et qui peut fonctionner tel quel encore plusieurs années, voire quelques décennies. Est-ce qu'il faut ouvrir le fameux chantier du tourisme 4 saisons ou du tourisme l'été? Et je pense que, encore une fois, je pense que les saisies ont justement une carte à jouer de par leur altitude, leur positionnement, leur ensoleillement sur ces autres... J'adhère pas du tout à cette idée de tourisme 4 saisons. C'est une aberration. Un tourisme 4 saisons, c'est un parc d'attractions. C'est un Disneyland qui fonctionne en permanence uniquement avec du tourisme. Et pour moi, c'est pas du tout ça l'avenir de la montagne. C'est un environnement vivant, c'est un environnement qui accueille une population et qui doit continuer de vivre dans cet environnement. Donc, le 4 saisons, pour moi, c'est une aberration. Et si on a déjà 2 saisons, c'est déjà formidable. On est déjà avec une saison d'hiver et une saison d'été. Que demander de plus? On a l'agriculture, on a pour certaines stations d'autres avantages type thermalisme. Donc ce tourisme 4 saisons est un danger parce que justement on risque d'en faire des Disneyland et c'est tout sauf ce que l'on souhaite. On a commencé, Franck, par parler olympisme. Continuons sur le sujet olympique. La France a obtenu l'organisation des Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes. Ce sujet provoque beaucoup est très clivant entre les pro-olympiques, les pas pro-olympiques. Fallait-il aujourd'hui se projeter dans des Jeux Olympiques 2030, des Jeux d'hiver? En fait, le champion olympique que je suis est hyper heureux de cette décision. C'est le rêve de tout gamin d'être champion olympique. Que l'on aboutisse ou que l'on n'aboutisse pas, ça permet d'avoir du rêve et de se lancer dans une carrière sportive. Et également pour les spectateurs, je crois que c'est un moment mondial qui sort du simple fait du sport. Et puis, le défenseur de la montagne, il est également extrêmement heureux de cette échéance parce que c'est une échéance qui n'est pas si lointaine que ça. On ne va pas laisser ça pour des générations futures ou prochaines. C'est à nous d'être grands, à nous d'être forts pour justement proposer des jeux qui vont changer de paradigme. On doit proposer, et l'exemple de Paris 2024 a été vraiment exceptionnel, on doit proposer ce type d'événement en 2030 pour la montagne française. Sortir de tous les scénarios que l'on a eus jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est des Jeux Olympiques 3.0 que l'on devra proposer, avec d'autres formules, d'autres formes de partage du sport et de la montagne. Il y a plein de pistes pour ça. Donc évidemment, les sportifs vont continuer de s'entraîner et de progresser, et je leur fais confiance pour ça. J'espère que l'équipe de France sera au rendez-vous et vraiment je suis de tout cœur pour ça parce que ça donne du tonus très particulier à l'événement. Et j'espère aussi que tous les entrepreneurs, toutes les forces vives de ce pays peuvent proposer de nouvelles pistes pour 2030 en accord avec cette préservation de la montagne. On doit changer ces jeux, on doit changer la formule des jeux pour qu'ils soient attractifs pour les écologistes, mais aussi pour nos clients, qui refuseront
des Jeux Olympiques, type une bande de neige au milieu d'un pré tout vert. C'est quelque chose qu'ils n'accepteront pas. Donc, proposons des jeux différents. On a le droit de changer les dates, on a le droit de changer les sports, on a le droit de changer les villages olympiques, on a le droit de changer les formules de compétition. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter là-dessus. Paris l'a montré, en changeant vraiment de la façon de voir des Jeux Olympiques. Et les Alpes françaises ont cette ambition-là, et j'espère qu'on aura cette capacité-là. Donc des jeux plutôt disruptifs. Complètement. On écoute et en relation avec le développement de la montagne de demain. J'espère qu'on sera capable de faire ça. On ne peut pas se permettre de proposer des jeux qui vont être des réplicas de 92 ou de 2010, que sais-je. C'est des jeux qui se tournent vers l'avenir et surtout qui montrent une évolution de notre mentalité. Si on ne fait rien, si on reste en l'état en 2030, notre image sera complètement dégradée. Cette montagne risque de perdre son attractivité. Et là, pour le coup, ce sera économiquement une catastrophe. Donc, continuons de vivre dans cette montagne avec de nouvelles formules, et ces jeux en sont l'élément déclencheur. Alors, je vais te donner une baguette magique sportive, là aussi, en te nommant président de la Fédération internationale de ski pendant quelques minutes. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans cette pratique du ski, de compétition de très haut niveau, pour l'adapter justement à cette rarification de la neige, à ce changement et à ces efforts qu'il faut qu'on fasse pour adapter nos comportements à la planète? L'évolution, elle est diverse. Effectivement, je n'ai pas de baguette magique, mais si on me la donne, j'y vais. Je fais évoluer les sports en eux-mêmes, les compétitions qui réclament des préparations spécifiques ou trop spécifiques. On peut réduire les formules, on peut réduire le nombre d'étapes. On peut surtout, et j'espère, rendre ce sport lisible. Ça permettrait d'abord de connaître les athlètes mieux, de partager avec eux ce que c'est que ce sport, qui est un sport extrême, vraiment. Ça permettrait vraiment de partager et d'en découvrir les coulisses. On peut aussi mettre en avant d'autres sports qui sont dans l'air du temps. On l'a fait pour le biathlon, on peut le faire pour le ski alpin. Ça prend des formules type ski cross, type snowboard, et tant mieux. Ça permet de faire émerger de nouvelles têtes, de nouvelles pratiques et surtout de nouveaux regards sur le sport et la montagne. La deuxième chose, peut-être, c'est de faire partager ce moment olympique. J'ai adoré le fait que le marathon de Paris soit ouvert au public. Le même parcours, bien sûr pas en même temps, mais le même parcours, et ça permettrait aussi peut-être aux skieurs de comprendre ce qui se passe. Alors, mettre tout le monde sur une piste de ski alpin, ce sera difficile, mais pourquoi pas, on parlait de marathon, pourquoi pas faire le 50 km de ski de fond ouvert à tout le monde. Ce serait vraiment génial d'avoir une épreuve de masse de ce type-là pendant X temps. Des milliers de skieurs de fond s'élancer sur un parcours, sur le 50 km olympique. Ce serait là aussi un très beau partage. Ça permettait de comprendre à la fois les jeux, les athlètes, de comparer les performances et de se dire « Waouh, ils sont quand même, c'est quand même des dieux ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me permettrait de faire apprécier ce mouvement olympique différemment. Donc garder un rôle de vigie pour faire en sorte que ces Jeux puissent à la fois avoir leur promesse sportive, mais une promesse de partage et d'accompagnement aussi de ces changements et pourquoi pas des projets pilotes. Oui, on a vécu les Jeux depuis le départ comme quelque chose de très élitiste, et ça l'est, puisque ça représente vraiment les meilleurs sportifs du monde, et sur un moment donné. Donc il n'y a pas plus élitiste que le moment olympique. Mais c'est avant tout, et sur le fond, quelque chose en partage, c'est quelque chose qui est très universel, et quoi de mieux que de partager l'épreuve en elle-même avec le client lambda, avec le sportif lambda. Ça permettrait vraiment, au hasard des
des sélections et des bonnes volontés de partager un moment de sport qui est l'essence même des Jeux Olympiques. Donc ça, ce serait chouette. Et également de mettre en lumière de manière plus prononcée les athlètes qui sont vraiment des funambules. Je pense notamment aux descendeurs. C'est un sport extrême et bien souvent c'est dénigré aujourd'hui parce que chaque minute sur YouTube c'est un moment où on voit des sportifs faire des choses extrêmes. Là, on a un sport qui est en place depuis très très longtemps et qui mérite ce regard-là. On mérite de comprendre ces skieurs, de comprendre l'effort qu'ils font pour être à ce niveau-là. Donc c'est un partage avec un suivi médiatique différent, avec une présentation différente, avec des formules de sport différentes. Voilà, le ski alpin se doit d'évoluer à l'avenir. Il est devenu aujourd'hui quelque chose qui est un peu rébarbatif à regarder. Et si on ne met pas la lumière sur les humains, sur les skieurs ou les skieuses qui sont là, ça va être difficile de cautionner ce sport. Et je reviens sur la pratique en tant que telle. Tu disais tout à l'heure ne pas avoir un ruban de neige au milieu des prés. Il y a eu des tentatives de créer des compétitions sur des glaciers qui ont été aussi assez décriées et assez compliquées. Donc, est-ce que l'espace en lui-même permet d'aujourd'hui de maintenir des compétitions de ce niveau-là dans le monde entier, ou en tout cas dans les grands pays d'hiver ou de neige ? C'est délicat à dire, hormis la dépense énergétique, effectivement, pour transporter tout ce monde d'un continent à l'autre en hiver. Ce qui m'inquiète, c'est que les nouvelles générations sont capables d'apprécier le ski à sa juste valeur à partir du moment où c'est normal, où c'est dans la saison, où il y a de la neige. Mais ils le disent tous. Le jour où c'est une bande de neige au milieu d'un pré, ils ne skieront pas, parce que là, ils auront l'impression d'être des sagouins de la montagne, d'être des profiteurs qui n'ont pas des hyper-consommateurs qui n'ont pas leur mot à dire et qui n'ont pas le lieu d'être. Donc cette génération-là nous fait clairement dire qu'elle acceptera la neige quand elle sera là, mais pas quand elle ne sera pas là. Donc j'entends que la fédération et que le ski adoptent cette tactique également. Si c'est arrivé par le passé que des courses soient annulées parce qu'il n'y avait pas de neige et on ne s'en offusque pas. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a un impératif économique derrière, qu'il y a tout ce que l'on veut, mais le sauvetage du ski sera à ce prix-là. C'est-à-dire que soit on respecte la saison et la neige, soit on n'existe plus. Pour conclure, être un mountain changemaker, ça signifierait quoi pour toi ? C'est aller plus loin que ce que je fais, simplement une prise de parole, aller jusque dans les actes, et je ne m'en sens pas encore les moyens. Je dois d'abord convaincre, je dois d'abord amener plus de monde autour des valeurs que je défends. Je ne suis plus le seul, je n'ai jamais été le premier et je ne suis pas le dernier, donc plus il y aura de monde autour de ça, plus je deviendrai un véritable mountain changemaker. Merci à vous. Il y a de nombreux éléments à retenir de cet échange avec Franck Piccard. D'abord, il ne renie rien, ni son histoire familiale, ni sa vie de sportif et d'entrepreneur. Il reste un amoureux de la montagne et de l'attractivité du tourisme de montagne. Je retiens surtout sa phrase « On n'a pas un problème de ski, nous avons un problème de lit ». En effet, Franck Piccard défend un ralentissement important du rythme de la construction pour stabiliser l'offre touristique à un niveau déjà très acceptable. Sur la transition, il appelle de ses vœux un travail en commun où tous les territoires font des efforts pour éviter une distorsion de la concurrence. Et concernant les Jeux Olympiques, qui le font toujours autant rêver, il parle de JO 3.0 pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes. Ou comment faire des Jeux Olympiques en osant changer les règles classiques de l'olympisme. Affaire à suivre. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Je vous invite à découvrir nos vidéos sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Ce podcast est à retrouver sur Mountain Changemakers, mais aussi sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck et Sophie Perrier.